Perle, je te propose qu'on commence Ouais, ça marche. pour qu'on tienne le timing. Donc, salut à tous. Là, je vois que les derniers sont en train de se connecter. Donc, salut, bienvenue. Salut Benjamin. On est très content de vous accueillir comme à chaque fois avec Perle pour cette seconde masterclass de la semaine qu'on fait un peu au fil de l'eau en fonction de vos besoins et de ce qu'on entend dans les ateliers qui ont lieu, qu'on anime avec Perle. Et on sent qu'avec cette crise et ce confinement, vous avez des besoins évidemment urgents et en fait, nous, on entend énormément de super bonnes idées, des super retours d'expérience et on trouve ça important de vous les partager parce que c'est maintenant que vous avez besoin de nous et que cette intelligence collective soit partagée. D'où cette masterclass très pratico-pratique retour d'expérience où on va traiter de comment motiver vos équipes à distance. C'est un sujet qui revient beaucoup. Là, on va entamer la 4e semaine du confinement la semaine prochaine. On sent dans beaucoup d'ateliers que le moral des troupes est un peu en train de baisser, voire de complètement baisser, que c'est compliqué. Et voilà, donc comme ça a été un sujet assez prégnant, on va vous partager toutes les bonnes idées qu'on a entendues pendant les ateliers. Je vous rappelle le cadre qu'on se donne. C'est une masterclass très courte qui va durer une petite 40aine de minutes. Je vous invite à réfléchir aux questions que vous souhaitez poser en direct à Perle. Donc, vous les posez dans le chat, dans la petite bulle conversée. Soit vous me les envoyez en message perso et moi, je les retranscris à Perle parce que vous ne souhaitez pas forcément déballer vos problèmes à tous les gens de la masterclass que vous ne connaissez pas forcément très très bien encore, pour ceux qui viennent d'arriver dans le réseau. Ou vous les mettez directement dans le chat à l'attention de tout le monde. Voilà, Perle, je te laisse la parole et puis je conclurai, mais c'est à toi. Ça marche. Yes, merci beaucoup Grégoire. Eh bien écoutez, la motivation, c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est le sujet. Si j'avais à compter le nombre d'ateliers qui sont tagués motivation, et ben en fait c'est la plus grosse de vos préoccupations, que ce soit même d'ailleurs confinement ou pas confinement. Et en fait, j'ai décidé de démarrer cette masterclass, pas forcément pour faire une masterclass sur la motivation uniquement, mais faire quelques petits rappels sur qu'est-ce qu'on entend par motivation, etc. Et en fait, l'axe par lequel je voulais vous proposer de réfléchir à ce sujet-là ce matin, et ben c'est que tout d'abord, la motivation c'est très lié au travail. Et en fait, si on y réfléchit bien, théoriquement et même, on va dire pratico-pratiquement, les gens cherchent pas à travailler pour travailler. D'une certaine manière, on va dire, vous avez d'un côté vos collaborateurs et vous-même, si on parle un petit peu philosophie, vous êtes plutôt à la recherche du bonheur. Et en face, on a votre entreprise qui, bien qu'on a des raisons sociales, etc., le fait de créer de l'emploi, etc., à la base, l'entreprise est quand même là pour pouvoir faire du profit et pouvoir se développer. Donc, au milieu de tout ça, on a le travail. Et d'une certaine manière, personne ne cherche le travail pour le travail. Et en fait, le rôle du manager, c'est pas de proposer du bonheur, c'est de proposer du boulot. Alors, c'est un petit peu dommage parce que finalement, toutes ces personnes que vous animez, elles cherchent du bonheur et vous avez cette matière travail qui est là. Et finalement, l'une des grosses questions que vous vous posez en atelier, c'est finalement comment donner du sens au travail, sachant qu'à la base de la base, personne n'est là pour travailler purement. Donc en fait, c'est pour ça que la motivation, c'est un de vos jobs principaux en tant que manager. En fait, c'est votre préoccupation. Et je me suis vraiment posé la question, comment ça se fait que c'est vraiment le truc qui revient le plus. Donc vraiment, finalement, c'est pour ça que la motivation, c'est un peu le cœur du problème, le cœur de votre job. Et c'est pour ça qu'on a inventé le management. C'est vraiment pour donner ce sens à cette matière travail. Pour prendre un petit peu, on va dire, des définitions philosophiques et sociologiques, généralement la majorité des bouquins, on va dire, parlent de la motivation pour dire que c'est vraiment l'ensemble des facteurs personnels, économiques, sociaux et environnementaux qui conduisent les salariés à s'investir pleinement dans la réalisation de leur mission et l'atteinte de leurs objectifs. Alors là, ce qui est ultra chouette dans la définition, c'est qu'en tant que manager, il doit y avoir un mot qui vous tilte, c'est objectif, mission et s'investir. Donc en fait, on est vraiment dans la motivation, c'est le fait qu'on va aller mettre toute notre énergie pour aller réussir à un objectif. Entre guillemets, comme le dirait Daniel Pink, être motivé, c'est avoir un objectif, faire un effort pour l'atteindre et persévérer jusqu'à ce qu'il soit atteint. Donc on a quand même cette notion, ce goût de l'effort. Une deuxième notion qui est importante à rappeler avant qu'on se lance direct dans le sujet motivation, et ça va toucher pas mal de startups entre autres, c'est la fameuse différence entre motivation et implication. Elle n'est pas évidente à cerner.
Évidemment, l'implication, en fait, quand on parle de ça, on parle vraiment, moi j'appellerais ça un peu le corpo. Quand vous me voyez dire ça en atelier, j'en vois certains qui sourient, c'est le côté un peu corporate. La fidélité à l'entreprise, l'attachement, le fameux mais j'aime ma boîte, j'aime ce qu'on fait, j'aime les valeurs qu'on peut avoir. Et du coup, on est vraiment sur ce point d'implication. Et la motivation, en face, on va vraiment être plutôt sur le travail quotidien. Et là, c'est vraiment à la fois quelle valeur ce que je fais chaque jour m'apporte, ce que je produis m'apporte de la valeur moi personnellement, quelle est la probabilité que j'arrive à l'objectif qu'on m'a donné, si l'objectif est vraiment trop, c'est source de démotivation, et est-ce que j'ai toutes les compétences, toutes les capacités pour arriver à réaliser ma mission. C'est vraiment ces 3 items-là que vous retrouverez régulièrement, on va dire, dans les littératures de la motivation. Et pour illustrer un petit peu cette différence, je me suis rattachée à un de vos ateliers. Je suppose qu'il y en a qui vont se reconnaître parce qu'il y en a qui sont parmi nous. Un atelier qui a eu lieu en février, où on a eu la manager qui arrivait à l'atelier qui a dit « je comprends pas. J'ai fait un point avec une personne de mon équipe. Elle m'a dit « j'adore ce qu'on fait, j'adore notre boîte, je veux pas aller ailleurs. Mais en fait, je m'ennuie et j'aime pas ce que je fais. » Alors là, du coup, il y avait un espèce de comment je fais pour la motiver parce qu'elle adore ce qu'on fait, elle veut pas partir, mais en même temps, ce qu'elle produit au régulier, au quotidien, en fait, on a identifié, c'est en fait, ça lui apporte plus de valeur. Ce qu'elle fait, ce qu'elle produit du quotidien, mais elle n'a plus ce côté, moi, j'ai besoin d'apprendre ou ce qui m'apporte de la valeur, c'est monter en compétences, etc. Et en fait, ce que je fais au quotidien, ça ne m'apporte plus de valeur. Donc, on peut vraiment avoir des gens qui sont très impliqués et qui n'ont pas forcément un levier de motivation, c'est-à-dire ils n'ont pas de valeur forcément au quotidien ou ils montent pas en compétences, etc. Et on peut avoir des gens aussi qui sont très motivés, mais peu impliqués. Par exemple, les valeurs de la boîte leur parlent pas trop, ou même le sens social de la boîte ou sociétal, c'est pas quelque chose auquel ils se raccrochent. Et ça, c'est quelque chose déjà intéressant pour vous, parce que les leviers vont être forcément différents. Si vous êtes sur des leviers d'implication, c'est-à-dire redonner le sens, donner l'appartenance à l'entreprise, ou sur des leviers de motivation. Hop. Je vous inviterai tous à vous mettre peut-être juste en mute, parce qu'on entend quelques petites résonances. Les chiens et les enfants qui sont sûrement être derrière vous, donc comme ça au moins, hop. Merci à tous. Voilà. Donc en fait déjà avoir ces 2 notions, motivation et implication, qui sont 2 sources d'efficacité et d'efficience. Donc les 2, en effet, c'est 2 points sur lesquels vous pouvez jouer. Enfin, 3 éléments de la motivation. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux Daniel Pink, qui est un peu le mentor de toute la réflexion sur la motivation. Pour ceux qui veulent, il y a un petit bouquin, il n'est pas très épais, c'est assez sharp, sur la vérité sur ce qui nous motive. Et bon, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est chouette parce qu'il a fait un TED qui résume son bouquin en 20 minutes, donc ce sera assez facile pour vous de pouvoir récupérer toutes ces infos. En fait, il a été identifié 3 grands clés de la motivation. L'autonomie des équipes, c'est-à-dire le désir de diriger nos propres vies, la maîtrise, donc c'est-à-dire l'aspiration de se surpasser sur quelque chose qui compte, et enfin la finalité, où lui il parle aussi de pertinence, c'est l'envie de faire quelque chose pour participer à un tout qui nous dépasse. Ce serait un petit peu ce que notre fameuse génération Y appellerait aujourd'hui le sens de mon métier. Je participe à quelque chose qui est plus grand que moi et qui va m'apporter réellement du sens. Pour avoir une petite idée, Daniel Pink, dans son bouquin, nous parle aussi du fait qu'il y a 4 grandes sources de démotivation et 4 grands facteurs de démotivation qui persistent. C'est la gouvernance et la stratégie de votre entreprise. Donc là, on est vraiment sur finalement le sens et la manière avec laquelle vous lidez les décisions. Le management de proximité, et là du coup c'est un gros hashtag pour les managers. L'impossibilité d'améliorer son statut ou ses compétences, donc le fait de stagner, de ne pas être dans cette maîtrise. Et enfin, les conditions financières. Et ça, c'est quelque chose dont on avait déjà évoqué à la masterclass de lundi avec l'intervention de Delphine. Donc en effet, quand même un point extrêmement important. Donc une fois qu'on a tout ça, on s'est fait notre petite base, on sait de quoi on parle quand on parle de motivation. Comment motiver à distance? Eh bien, en fait, je vous dirais que la première chose sur la motivation à distance, peut-être que l'une des questions que vous pouvez vous poser, vous, en tant que manager, déjà ce matin ou ce midi, c'est lequel de ces 3 piliers est le plus impacté chez vos collaborateurs à cause du confinement? Est-ce qu'on impacte beaucoup l'autonomie parce qu'on en a peut-être trop, ou en fait, il y en a d'un coup beaucoup qui se sont ouverts et en fait, on n'a pas réussi à maîtriser cette surplus d'autonomie? Est-ce que c'est la maîtrise? Les outils qu'on utilise habituellement, ce dans quoi on est dans une zone de confort, en fait, on le maîtrise beaucoup moins bien. Est-ce que c'est le sens? Parce qu'en effet, les décisions sont prises à 2 strates plus haut, qu'on a du mal à communiquer dessus, et en fait, du coup, vous avez des collaborateurs qui perdent le sens de, en fait, je sais plus trop pourquoi on fait ça, et en plus, dans cette période de crise, je ne vois même pas du tout la finalité de ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, la première chose, c'est vous poser cette question-là.
comment en tant que manager je peux agir sur l'autonomie, la maîtrise ou le sens. Et c'est comme ça en fait qu'on a construit cette petite intervention, c'est finalement quels sont les tips qu'on pourrait avoir et que j'ai récupéré de tous vos ateliers par rapport à ces 3 grandes briques. Et j'aurai une dernière brique qui sera sur l'implication. Et là, on sera plutôt sur la convivialité. Agir sur l'autonomie. Alors, agir sur l'autonomie, je dirais que c'est la majorité des ateliers qu'on a eu cette semaine étaient très axés là-dessus. Et il y a une première phrase qui vient d'une manager qui est présente aujourd'hui ici, qui était finalement c'est agir d'adulte à adulte. C'est parce que justement vous êtes dans une situation où il va y avoir une différence d'autonomie, les gens sont chez eux, vous ne les voyez pas, vous n'avez pas de contact avec eux, donc votre manière de contrôler, et ça c'est intéressant, c'est vraiment souvent revenu, c'est je vois pas ce que mes équipes font, je ne sais pas comment elles progressent, j'ai du mal à avoir de la visibilité sur les actions, enfin sur ce qu'elles font au quotidien. Peut-être que finalement vous en avez autant que d'habitude, c'est juste que comme c'est différent, il y a une recrudescence du contrôle. On a vraiment vu ça chez les managers les 2 dernières semaines, c'est je veux plus contrôler ce qui va se passer. Je veux être sûre que, oui, elle a un enfant, mais je veux être sûre que l'après-midi, elle bosse. Là, pour le coup, c'est une bonne manière pour vous de lâcher un peu prise en tant que manager parce que va falloir que vous appreniez à piloter à la tâche plutôt qu'à l'emploi du temps. Se dire, c'est pas parce qu'elle me répond pas sur Slack dans les 20 minutes qu'en fait, elle a rien fait de ta journée. Donc vraiment à se dire, je vais prendre des tâches. On se dit, cette semaine, on va embarquer ces 2 ou 3 tâches-là. Peu importe si elle les fait tous en une journée ou si elle les fait sur plein de petits moments, mais j'embarque et je pilote à la tâche. Donc vraiment vous mettre dans cette posture adulte à adulte et faire attention à vos recrudescences de contrôle qui ont été vraiment très très forts parce que vous manquiez un petit peu de points de repère. Je vous invite aussi à re-regarder ce qu'on a dit sur tout ce qui est réunion. Plus vous organiserez vos réunions, plus ce sera précis, plus vous allez avoir travaillé sur cette notion de asynchrone et synchrone. Avoir un fichier qui, par exemple, exprime les priorités de l'équipe. C'est une manière pour vous d'avoir du feedback, mais sans être dans ce surcontrôle qu'on a observé ces derniers jours. Responsabiliser vos équipes et surtout comprendre finalement l'autonomie de chacun dans cette période, dans vos équipes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'autonomie? Il y a des gens qui en ont moins parce qu'ils ont peut-être des enfants à la maison, donc nécessairement, ils sont moins autonomes dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, il faut prendre ça nécessairement en compte. Et il y a eu beaucoup de questions sur, est-ce que je dois faire des exceptions pour les gens qui ont des enfants? Parce que je veux que tout le monde soit à la même enseigne. Oui, mais dans cette période de confinement, on n'a pas tous le même niveau d'autonomie chez soi. Donc, nécessairement, il faut que vous le preniez en compte quand vous allez quand vous allez discuter et donner les priorités à vos équipes. Dans les tips, il y a évidemment responsabiliser vos managers, et ça peut passer par plein de choses à distance. Déjà, la première chose, j'aurais tendance à dire, dans vos meetings, vous pouvez très bien distribuer des rôles. C'est-à-dire dire, demain, c'est pas moi qui anime le meeting. Il y a un animateur, il y a un script, il y a quelqu'un qui va nous pousser à prendre des décisions, il y a un gardien du temps. C'est des choses que vous pouvez faire qui sont plus facilitantes en visio, et après ce sera peut-être des bons tips que vous garderez quand vous reviendrez du confinement. Mais c'est des petites manières qui vous permettent de responsabiliser chacun. En effet, se baser sur la tâche plutôt que sur le planning. Et enfin, moi c'est ce que j'appelle un peu donner du pouvoir. En fait, rendre autonome, c'est donner suffisamment de pouvoir à vos collaborateurs, tout en étant dans la supervision. C'est-à-dire que vous allez superviser ce qui se passe, vous êtes un peu le coach. Et on a déjà parlé de ça lundi, cette posture de coach. L'animation tournante, ça en fait partie. Et vous pouvez aussi très bien avoir tout ce qui est le fait d'organiser vos réunions en laissant suffisamment de parole à tout le monde. Ce qu'on a observé, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Vous avez fait beaucoup de réunions descendantes. C'était je fais une réunion pour donner de l'info à mon équipe. Mais en fait, c'était des réunions remontantes aussi qui auraient pu être intéressantes. C'est-à-dire de dire, on remonte, c'est une réunion qui est dédiée à ce que vous parliez. Moi, je suis là pour recevoir. Je suis là pour écouter, recevoir, prendre note, pas forcément faire de rebond. Mais du coup, essayer d'avoir toutes ces infos-là pour vraiment pouvoir leur donner suffisamment d'autonomie. On en a parlé lundi, mais pour ceux qui n'étaient pas là lundi, parce que tout le monde n'était pas forcément là, tous les outils partagés de gestion de tâches. Ça, vous pouvez aussi donner le lead sur qui s'occupe de garantir qu'ils sont bien complétés. Ça peut être vous, tout comme ça peut être chaque semaine une personne différente qui sera responsable de la complétion de votre gestion de tâches. Ça peut être du Trello, ça peut être du Google Sheet, etc. Donc vraiment, ça c'était ressorti d'un atelier, j'ai trouvé ça assez chouette finalement. C'était moi en tant que manager, je fais tourner cette responsabilité-là dans mon équipe parce que les gens se sentent beaucoup plus investis et sont moins devant leur visio en mode j'arrive, j'ai mon café et j'ai rien préparé. Au moins là, ils ont été acteurs d'une certaine manière de leur réunion et ça vous apprendra des choses en sortant du confinement. Encourager les initiatives. Je sais que c'est pas facile, vous êtes à distance.
mais c'est pas pour autant qu'il faut brimer les initiatives des personnes. Et ça, c'est pareil, c'était ressorti du même atelier. C'était, ils ont envie de faire des choses, laisse-leur quelques brides d'initiative. C'est pas parce qu'on est en crise que tout doit être forcément verrouillé par toutes les instances décisionnaires. Et laisser un cadre dans lequel eux, ils peuvent proposer des choses, proposer des modalités de réunion, proposer des challenges, proposer plein de choses qui vont même être dans votre vie d'équipe, mais laissez-les proposer. Et c'est rigolo parce que mon petit icebreaker que certains d'entre vous ont testé cette semaine, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une manageuse de notre communauté et qui m'a dit, moi, que j'ai commencé au confinement, j'ai commencé à distribuer des merci, distribuer des bravos et distribuer des désolés. Elle m'a dit, en fait, ça génère dans l'équipe quelque chose d'extrêmement positif et je le fais tous les vendredis. C'est, chacun peut donner un merci à quelqu'un de l'équipe, un bravo et un désolé. Donc, ce que je vous ai fait vivre, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une manageuse de l'équipe. Elle n'est pas là aujourd'hui. Et enfin, peut-être aussi un point qui était important et qui revenait d'un atelier, c'était préciser votre besoin. Préciser que vous n'arrivez pas à suivre. Si vraiment vous avez un problème de suivi, on revient dans tout ce qui est communication, mais dites-le et dites-le pourquoi. En quoi ça vient alimenter votre besoin. C'est pas un besoin de contrôle. J'ai eu beaucoup de managers qui m'ont dit ouais, mais en fait, je veux pas qu'ils se sentent contrôlés, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qu'ils font. Dites-leur, j'ai du mal à avoir de la visibilité sur ce que tu fais. Qu'est-ce que tu peux me proposer pour que ce soit plus clair pour moi, pour que j'ai plus de visibilité. Et vos collaborateurs, ils ont plein d'idées. Hein. Il y en a plein qui ont plein d'idées, qui vont vous proposer des choses, mais au moins, vous allez le co-construire avec eux, plutôt que vous sentir, vous, très mal dans cette partie d'autonomie en disant je veux leur laisser de l'autonomie, mais en même temps, je veux pas contrôler. Dites-leur, soyez transparents et dites-leur et travaillez les solutions ensemble. Vraiment, ça c'est tout ce qui était revenu sur cette partie rendre autonome mon équipe malgré le fait qu'on soit à distance. Et ça va leur donner de la motivation. Deuxième piste, c'était la maîtrise. Oui, Grégoire Perle. Ouais, juste, je t'ai fait une petite question dans le chat qui m'est remontée en MT, mais je ne sais pas si tu l'as vu. C'était sur cette notion de responsabilisation. Ouais, j'ai eu des questions coup sur coup. C'était, toi, pour poser cette base-là, tu préconises un échange one-to-one avec la personne ou plutôt de poser les bases avec toute l'équipe? Alors, là, pour le coup, c'est vraiment sur un atelier. Il y a eu les deux qui sont sortis. Le premier, c'était de vraiment pouvoir le dire en équipe. Parce qu'en fait, les petites actions de responsabilisation comme distribuer la parole en réunion, faire tourner l'animation de réunion ou responsabilité sur des tâches très précises, si vous êtes sur tout ce qui est équipe, vous le faites en équipe. Et à ce moment-là, vous travaillez plutôt un lundi ou un vendredi pour redémarrer sur un cycle en disant on va avoir un cycle de 2 prochaines semaines où je vous propose qu'on travaille comme ça. Et à ce moment-là, du coup, vous le mettez en place. Et si vous êtes dans la responsabilisation d'une personne de votre équipe, par exemple, vous décidez de donner un projet très spécifique à quelqu'un en disant tiens, je te le confie, c'est toi qui prends le lead, là, vous le faites bien sûr en one-to-one. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai pas accentué, mais dans cet atelier-là, si j'ai bien souvenir, il y avait ce côté aussi, n'hésitez pas, malgré le fait qu'on soit en confinement, à leur donner des petites unités ou des petites unités autonomes qui peuvent entièrement leader. Parce que c'est extrêmement satisfaisant de pouvoir leader et d'être autonome entièrement, de pouvoir faire ses propres petits choix dans un périmètre identifié, bien sûr. Mais c'était un des problèmes qu'on avait vu, c'était même des gens qui faisaient des choix sur des projets, n'avaient plus de choix, n'avaient plus de prise de décision. En gros, toute la prise de décision est remontée. Et c'est remonté à 2 niveaux, même au-dessus de vous. Et du coup, tout le monde s'est senti dépossédé de sa propre autonomie de pouvoir décider des choses. Donc, en effet, ça peut se travailler aussi en one-to-one, dans un périmètre et dans un cadre bien établi. Deuxième point, on a parlé d'autonomie. Maintenant, c'est la maîtrise. L'envie d'être bon dans ce que l'on fait. Je vous invite aussi à vous poser la question. Aujourd'hui, dans cette période de confinement, moi, en tant que manager, finalement, comment cette période de confinement, elle impacte la maîtrise de mes équipes? Et en fait, pour moi, il y avait deux cas déjà qui étaient ressortis. Un atelier très spécifique qui était oui, mais moi j'ai des gens dans le même atelier, on avait des managers qui disaient moi j'ai des gens qui n'ont plus de job dans mon équipe, donc on va les mettre au chômage partiel, mais même des gens qui sont là et j'ai plus grand chose à leur donner, à les nourrir, et j'ai des personnes qui ont trop de boulot, des personnes qui alors là ils sont surchargés. Deux choses déjà, bien sûr comme vous faites traditionnellement, mais en période de crise on voit des managers qui perdent un peu aussi leurs repères. Ceux qui ont trop de boulot, les aider à bien prioriser. Et ça, pour le coup, c'est des réunions de trio. C'est 2 fois par semaine. C'est qu'est-ce qui nous apporte de la valeur très rapidement et c'est quoi le coût d'attendre. La valeur, c'est si on ne le fait pas maintenant, on va perdre de la valeur et le coût d'attendre, c'est pareil. Si je ne le fais pas maintenant, je vais perdre de la valeur à pas le faire. Donc vraiment, faites vos réunions de priorisation plus régulièrement et assurez-vous que les personnes ont bien compris
quelles étaient les priorités, pour pas qu'elles brûlent du gaz sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Et pareil, discussion avec le N+1, où là, vous remontez les risques. Là, c'est vraiment votre rôle. Je remonte un risque, je dis, bah voilà, là, c'est tout ce qu'on a à faire. Il y a un risque qu'on n'arrive pas à tout faire. Voilà, moi, ce que j'ai priorisé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK, on part pour 2 semaines, on priorise ça. Faut que ce soit là, pour le coup, il faut être vraiment efficace dans votre communication N+1 et vos communications de priorisation d'équipe. Ceux qui n'ont pas de boulot et qui ne sont pas au chômage partiel. Plutôt que d'identifier toutes ces... Alors, il y a toutes les missions, j'avais ça, je ne vais pas lui donner son prénom, mais elle dit, ouais, j'ai dépoussiéré toutes les missions que personne ne veut faire et je les ai données à l'équipe. C'est une idée, mais nécessairement, c'est une idée qui ne va pas forcément être dans la motivation. Parce que si c'est les missions dépoussiéreuses que personne n'a envie, les faire en confinement, eh ben, on a encore moins envie de les faire. Donc, 2 options. Plutôt identifier les missions qui mettraient en avant les forces des personnes de l'équipe. Dans l'équipe, elles ont telle et telle force. Bah, si je leur donne cette mission-là, ça va les stimuler sur les choses qu'elles savent bien faire, sur lesquelles elles sont bonnes. Et là, on va avoir vraiment un gagnant-gagnant sur la motivation. Bien sûr, il y a quand même ces tâches poussiéreuses. On se dit, bon, il faudrait quand même mettre à jour la base de données. Pour le coup, hashtag UpTogether, nous, c'est ce qu'on a fait. Peut-être le faire à 2, peut-être le faire en binôme, peut-être le faire avec quelqu'un dans l'équipe où vous dites, bah, tiens, eux, ils aiment bien bosser ensemble. Je vais les mettre ensemble en autonomie sur cette tâche. Et ils vont choisir la manière avec laquelle ils vont la réaliser, avec laquelle ils vont se mettre des deadlines, avec laquelle, voilà. Mais vraiment, ayez cette notion-là. Deuxième point, donc là, on est plutôt sur ce côté un peu rassuré et structuré. Le deuxième point, et alors ça ne va pas beaucoup toucher les start-upers qui sont très habitués, ça va plutôt toucher les PME qui ne sont pas du tout habitués à cette période de confinement, etc. Moi, j'ai appelé ça la formation. En fait, c'était imaginez ce que ça a comme, réfléchissez à ce que ça a comme impact dans la vie quotidienne des personnes de votre équipe, chez elles. Et il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur un PC portable, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur de la vidéo, il y a des gens qui ne connaissent pas ces outils-là, qui ne connaissent pas Slack, qui ne connaissent pas Drive. On a vu une recrudescence des outils. En à peine 3 jours, il fallait que tout le monde soit ultra fort sur Slack, connaisse exactement tout, sache faire 3 vidéos en même temps, switcher, etc. C'est peut-être un peu tard de le dire maintenant, mais nécessairement, peut-être ça vaut des fois le coup que vous preniez un tout petit peu de temps pour former ou du moins rappeler comment s'utilisent les outils. Bah, tu vois, dans Zoom, tu peux faire ci, tu peux faire ça comme ci. Voilà tout ce qu'on peut utiliser. Ça vaut peut-être le coup de prendre des 30 minutes pour garantir qu'ils ont bien compris comment sont utilisés les outils que vous utilisez. Parce que vous, évidemment, en tant que manager, vous les utilisez à balle et puis bah, voilà, c'est un petit peu peut-être cette flexibilité, cette adaptabilité. C'est pas le cas de toutes les personnes de votre équipe. Donc, assurez-vous qu'elles sont, entre guillemets, formées, ou du moins, c'est très clair pour elles. Tout ce qu'on peut utiliser sur ces outils-là, bah voilà, quand on écrit à 2 sur un document, voilà ce qui peut se passer, il faut faire attention à ci et à ça. Et rassurez bien vos équipes. C'est normal qu'elles sentent qu'elles perdent de la maîtrise, qu'elles font moins bien ce qu'elles faisaient avant, parce qu'elles sont dans une période psychologique d'adaptabilité. Donc quand on est dans cette période-là, on est moins bon, c'est sûr. Et vous-même, il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être observé, sur lesquelles vous étiez un petit peu moins bon. Et ben du coup, c'est pareil pour vos équipes. Donc rassurez-les, c'est normal. Ça va entre guillemets revenir. Il faut accepter dans un premier temps que la performance ne sera pas entièrement présente. Et il faut accepter un petit peu les victoires petits pas, en disant bah, on va déjà se donner ça et on va essayer de réussir ces petits pas. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans ce mindset-là quand vous leur parlez. On ne fera pas exactement pareil que ce qu'on avait prévu de faire avant ou quand on était tous dans le même plateau commercial. Et évidemment, nous, on a fait quelque chose, ça revient aussi d'un atelier, et nous, on l'a mis en place à UpTogether, c'était peut-être identifier, si vous avez possibilité, ou remonter à votre direction, la mise en place d'un petit budget. C'est pas rien, enfin, un petit budget de 50 à 100 euros pour que les gens puissent faire des notes de frais sur des choses qui leur faciliteraient la vie en télétravail ou la vie en confinement. Rien que ça, oui, en termes de business, ça peut peut-être impacter, c'est à discuter, bien sûr, vous n'avez pas le levier de décision, mais c'est des idées que vous pouvez un petit peu inceptionner dans la tête de vos managers pour dire, bah tiens, peut-être qu'on pourrait donner un petit budget pour acheter un bon casque, pour acheter peut-être un 2e écran, parce qu'en fait, on est quand même encore 3 semaines en confinement, donc peut-être qu'il en a besoin. C'est des choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Et challenger les forces, c'est peut-être engager moins, mais engager mieux. Et ça, c'est pareil, il me semble que la manager qui l'a dit est dans l'équipe. C'est-à-dire, vous allez engager moins de tâches, mais assurez-vous qu'elles soient quand même bien faites. Parce que c'est ça la maîtrise, c'est s'assurer qu'on produit du bon travail. Et ça, c'est très, très source de démotivation pour les gens. De se dire, mince, bah en fait, oui, on produit beaucoup, on est dans la crise, et en fait, tout ce qu'on fait, c'est nul, enfin, je le fais pas bien, je suis pas fière de moi. Peut-être engager un peu moins, mais assurez-vous que la qualité qui peut être chère à certains de vos collaborateurs, elle soit au rendez-vous. Parce que comme ça, ils seront fiers de ce qu'ils ont fait pendant cette crise. Je
challenger les forces, et ben un truc qui est revenu dans un atelier, je trouvais ça excellent, c'était moi j'ai fait une carto, ça m'a permis de prendre le temps de faire une carto de mon équipe, les forces et les faiblesses. Et du coup, j'ai pris justement les forces et j'y ai mis des tâches et des objectifs. J'ai réécrit des objectifs liés vraiment aux forces de mon équipe et j'en ai profité pour faire travailler des gens qui avaient des forces et des faiblesses combinées et faire des petits binômes sur certaines tâches un peu plus long terme. Ça, je trouvais ça excellent comme idée et à partager ensemble. Et bien sûr, un truc qui était assez intéressant, c'était dans la gratification, c'est-à-dire vous êtes tous la tête prise sur l'angoisse du business, sur l'angoisse peut-être des fois de communiquer à vos collaborateurs parce que vous allez peut-être devoir licencier des gens, vous allez peut-être devoir les mettre au chômage partiel, c'est des choses très angoissantes. Malgré tout, il ne faut pas oublier que la gratification, ce fameux merci, bravo, etc., ça peut être utilisé. Et pareil, c'était un manager cette fois qui m'avait donné l'idée, à la fin de semaine, dans son dernier délit, il fait une petite jauge de satisfaction. Et chacun doit se donner un bravo à soi. Alors ça fait très zen attitude, mais j'ai trouvé ça ultra rigolo comme idée. C'est je force mes gens à ce que le dernier vendredi, quel bravo tu t'es donné cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine qui t'apporte de la satisfaction et dont tu es fier? Pour le coup, moi, je me suis posé la question ce matin, je me suis dit, putain, c'est pas facile à trouver. Hein. En fait, faut finalement être un peu dans une dynamique positive et ça va essayer de mettre votre équipe dans cette dynamique positive. J'ai vu que tu avais une petite question, Grégoire. Le retour sur un manager qui doit lui aussi rassurer sur les aspects perso. En effet, c'est une grosse... quelque chose qui était compliqué, j'ai l'impression, pour vous à gérer. Enfin, on a eu 4 ateliers sur le sujet. C'était, en fait, je ne sais pas jusqu'où aller. Est-ce que demander s'il a des enfants et qu'il les garde à la maison, est-ce que c'est pas déjà du too much? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans du trop perso? Peut-être que la manière avec laquelle vous posez les questions n'est pas forcément de dire est-ce que tu as des enfants et comment tu les gardes, c'est plutôt est-ce que ton contexte extérieur te permet aujourd'hui de pouvoir bien travailler, quels sont tes irritants dans ton quotidien? Et là, il va vous dire ce qu'il aura envie de vous dire. Il n'est pas obligé de vous dire ma grand-mère, elle est dans un EHPAD et ça me stresse. Il va juste vous dire j'ai des irritants, j'ai des choses qui m'angoissent dans ma famille personnelle et en effet, ça me donne un peu moins de bande passante. Ok, comment je l'intègre et je le prends en compte? Comment on peut travailler avec ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que toi, tu puisses suffisamment te sentir pas oppressé et en même temps pouvoir réaliser tes objectifs? C'est vraiment la manière avec laquelle vous allez tourner vos questions qui vont faire que vous n'allez pas rentrer dans le too much. Et bien sûr, dans des situations comme ça, et d'autant plus parce qu'on est dans du confinement, et du coup les gens sont dans leur environnement personnel, nécessairement vous allez devoir manipuler un petit peu plus d'informations personnelles. Après, à vous de prendre des pincettes ou à vraiment être toujours précautionneux, de ne pas vouloir en savoir trop, mais juste de savoir ce qui va vous donner, vous, de la valeur en tant que manager. Peut-être cette information-là, elle me donne de la valeur pour mieux comprendre, pour mieux prendre des décisions. Et vous pouvez le présenter comme ça à vos équipes. Donnez-moi les informations qui vont me permettre et qui vous pensez me permettront, moi, en tant que manager, de prendre des bonnes décisions et de vous aider et vous accompagner là-dedans. Présenter comme ça, déjà, on n'est pas du tout dans le comment ça va tes enfants et c'est ta femme qui les garde à 11h pour qu'on fasse la réunion. C'est beaucoup moins intrusif. Voilà ce qu'on avait comme retour sur ces ateliers-là. Et enfin, une fois qu'on s'est posé la question sur la maîtrise, donc le fait de bien faire son travail et être fier de ce qu'on fait, il y a finalement la finalité et le sens global de notre métier. Je dirais que c'est le plus compliqué dans cette période, parce qu'en fait, les 2 ateliers qu'on portait là-dessus, il y avait vraiment ce côté, on a du mal à avoir de la projection de notre hiérarchie, le métier ou ce pourquoi on a signé pour venir dans cette boîte-là, on observe des choses qui ne correspondent pas aux valeurs. On observe des choses, des manières de faire qui... moi, je pensais jamais qu'on ferait ça dans notre boîte. Donc, il y avait beaucoup de managers qui tombaient un peu de haut ou des managers aussi qui avaient vraiment cette déception. Le mot qui était revenu, et j'ai trouvé ça très chouette, c'est en fait la solidarité. Et la solidarité, ça vient des gens. C'est pas vous qui allez dire « Allez, il faut être solidaire ». Vous pouvez bien sûr le dire, mais en fait, laissez les gens proposer des choses et vous verrez que les gens, naturellement, et c'est en dehors du cadre managérial, on l'observe en France, naturellement, les gens ont quand même une solidarité profonde. Et en fait, laissez-leur l'espace d'être solidaires à leur manière. Vous, ce qui pour vous est une manière d'être solidaire, c'est peut-être je donne à fond, je pose tous mes congés, etc. C'est peut-être pas exactement la manière que d'autres personnes auront d'être solidaires, mais en leur présentant les choses, ils auront des petites actions solidaires. Donc ne pas hésiter à proposer des actions solidaires, ça peut être des actions solidaires dans votre entreprise, comme par exemple, on avait le cas d'une manager qui dit moi je suis angoissée parce que j'ai une personne dans mon équipe qui est toute seule. Elle est arrivée il y a 1 mois, elle habite, du coup elle est allée elle n'a pas encore déménagé
et je sais qu'elle n'a pas de conjoint, elle n'a pas d'enfant et elle habite en 100% campagne. Je suis ultra stressée, je sais pas comment faire, moi je l'appelle, mais j'ai l'impression que ça commence à l'énerver. Peut-être que vous pourriez mettre en place avec l'équipe, un peu un modèle tournant, de dire bah on essaye chacun de l'appeler régulièrement pour que ça tourne et pour la découvrir et pour faire. Elle a mis ça en place. Enfin, à la fin de l'atelier, c'est avec ça qu'elle est repartie en disant bah je vais essayer vraiment d'organiser ça avec elle, en disant bah, est-ce qu'on peut se faire des petites tournantes où on fait des cafés en rotation, on va dire. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a des actions de solidarité et pareil. Et ça, ils se reconnaîtront parce qu'elles sont dans la salle aujourd'hui. Ma boîte reste ouverte parce qu'en fait, on a besoin de nous par rapport aux hôpitaux. Mais en fait, on ne l'a pas dit aux salariés. Je dis, mais c'est fou. En fait, dites-le que s'ils viennent le matin, c'est pour vraiment permettre aux hôpitaux de pouvoir tourner. C'est pour permettre d'ouvrir des hôpitaux. C'est ultra chouette comme image. Dire, bah, je viens et j'ai un sens dans tout ça. Enfin, dire, à la télé, on pourrait presque parler de moi parce que je fais partie de ces gens qui font tourner les choses. Et là, bah pareil, il faut vraiment pas hésiter à le dire. Si vous avez des actions qui sont tournées vers cette solidarité, le préciser. Pareil, transparence sur les chiffres, on en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que j'ai dû le dire 10 fois cette semaine. Être transparent sur vos chiffres, transparent sur les impacts, transparent sur les scénarios qu'ont fait la direction. Être aussi transparent sur des scénarios négatifs ou des scénarios positifs. Et bien sûr, accepter de souligner des petites victoires. Et dire bah en fait oui on a notre grand why pour ceux qui connaissent Simon Sinek, on a notre grand why de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est là pour faire. C'est peut-être le moment de s'y raccrocher, se dire bah ça c'était notre why et aujourd'hui notre why il est peut-être un petit peu à côté étant donné la crise, mais on s'y raccroche. Et comment dans notre quotidien, ce que vos équipes font au quotidien, c'est quand même raccrocher au why. Essayez de vous poser la question vous. Mon entreprise, si on est là, c'est pour faire quoi? C'est quoi le sens du travail qu'on fait tous les jours? C'est celui-là. Et c'est celui-là que vous avez à porter, vous, en tant que manager. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Le petit outil qu'on a ressorti en atelier, c'était le fameux speedboat. Peut-être que ça peut être intéressant de refaire ça. Une fois que vous avez forcément, il y en a pas mal d'entre vous qui ont redesigné leurs objectifs en disant, bah tiens, pendant la crise, on peut pas trop garder les objectifs qu'on avait. Ça vaut le coup de faire un speedboat. Donc, un speedboat, pour ceux qui connaissent pas, c'est on dessine un petit bateau, on dessine une petite île, on dessine des petits rochers. Hop, je sais pas si vous voyez ma souris. On dessine des petits rochers. Et en fait, le bateau, c'est l'équipe. On est tous ici. On a des choses qui nous portent. On a un peu les forces de l'équipe, nos convictions, nos envies. On a notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver sur l'île, enfin. Là, c'est votre why. Qu'est-ce qu'on fait dans cette crise? Finalement, c'est quoi notre objectif par rapport à la crise? Qu'est-ce qui nous tire un peu vers le bas, nos ancres, ce qui freine un peu le bateau? C'est quoi les risques? Les rochers, c'est, si on se prend un rocher, si on se prend ça, c'est un peu risqué. Vous pouvez très bien le faire et vous pouvez le faire en équipe. Et c'est quelque chose qui est assez soudant, qui recrée un peu une cohésion d'équipe et qui partage objectifs, vision, force et faiblesse. Et ça, vous pouvez le faire en collectif. Évidemment, on est à distance, donc moi je vous invite à utiliser Klaxoon. En plus, ils font 3 mois gratuits d'essai, donc allez-y, c'est complètement gratuit. Pendant 3 mois, vous avez toutes les actions de Klaxoon qui sont à dispo. C'est une petite application qui permet à tout le monde de se connecter et de faire du brainstorming en équipe. De manière très facile, c'est assez user-friendly, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vois que tu avais des petites questions, Grégoire. Ah oui, comment gérer une personne de mon équipe qui profite de la situation pour moins travailler, qui n'a pas de contraintes perso? Alors ça, justement, c'est ce fameux adulte-adulte, et c'est intéressant parce que c'est la question qui s'était posée dans l'atelier. Peut-être, moi, ce que ça m'a fait écho, c'était, on a parlé des 4 accords Toltec. Peut-être ne pas supposer, lui poser vraiment les questions. Est-ce que vraiment il profite de la situation? Parce qu'on va avoir tendance, comme vous voyez moins, vous avez moins d'interactions. Vous avez aussi plus d'interactions écrites. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas si c'est de la blague. Il y a beaucoup d'interprétations possibles. Essayez d'être le moins dans le jugement possible et le moins dans l'interprétation. Est-ce que vraiment il en profite? Est-ce que vraiment vous dites oui, il est seul chez lui, donc il n'a pas de contraintes parce qu'il n'a pas d'enfant, mais il peut en avoir d'autres que vous ne connaissez pas. Donc, c'est peut-être faire un point one-to-one avec lui pour dire, bah voilà, moi, la sensation que j'ai, ce que ça me renvoie au quotidien, c'est que les différentes tâches, et soyez très factuels, les différentes tâches qui ont été attribuées depuis 2 semaines, sur ces tâches-là, ça et ça avance pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Peut-être qu'il va vous dire, bah si, ça a avancé, mais je t'en ai pas parlé. Bon, déjà, vous pouvez mettre d'accord sur la factualisation. Après, dire, bah voilà, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être tu as une baisse de motivation, ou moi, en tout cas, je me sens frustrée parce que bah moi, j'ai besoin d'éclaircir ce que tu fais au quotidien pour savoir si, 1, tu es bien en autonomie, 2, bien en maîtrise, et 3, si tu as compris le sens pour lequel je t'ai donné à le faire. Clarifier ça très clairement avec lui,
Et là, pour le coup, après la mauvaise foi, vous aurez beau avoir tous les outils du monde, vous ne pouvez rien contre la mauvaise foi. Mais j'aurais tendance à dire, soyez sûr, avant de vous dire vraiment il profite. Soyez sûr de tous ces éléments-là. Et naturellement, en discutant avec lui, soit il va identifier que il y a un petit décalage. Donc en effet, oui, on a mis le doigt sur quelque chose qui en profite. Et assurez-vous que c'est pas une baisse de motivation. Pareil, dans un autre atelier, on a eu ouais, les gens, je les sens moins engagés, moins motivés. D'ailleurs, moi aussi. Et en fait, on a discuté ensemble en disant, mais pourquoi tu es moins motivé, toi, en tant que manager? Je suis dans ma maison de campagne, c'est pas le même environnement, j'ai mes enfants qui sont là, c'est pas clair pour moi les objectifs qu'on doit travailler, etc. En fait, posez-vous les questions vous-même. Vous, qu'est-ce qui pourrait vous démotiver? Et retransposer simplement aux gens qui sont dans votre équipe. Si vous, ça peut vous démotiver, c'est que les gens de votre équipe, ça peut certainement les démotiver aussi. Donc, ne pas confondre des gens qui profiteraient et des gens qui seraient peut-être démotivés. Et à ce moment-là, pouvoir appliquer certains tips qu'on présente ici pour pouvoir les remotiver. Voilà. On a Chris qui nous parle de Miro, qui est aussi l'exercice du speedboat, exactement, qui met ça dans le chat. Donc, merci Chris, ultra top. Et tu avais une deuxième question, Greg, qui était comment motiver mon équipe alors que moi-même, je me démotive. Oui, ça, c'était une grosse question. C'était même une question d'atelier. Eh bien, là-dessus, ce qui a été proposé... Ouais. Ouais, parce que comme juste, il y avait une dernière question, parce qu'il nous reste 5 toutes petites minutes. Je vous propose, si vous avez des questions à poser, donc il y avait celle-là que tu allais commencer, et l'autre que je prends et que j'ai en direct, c'est, en gros, c'est une personne qui me dit que son équipe se démotive parce qu'il manque de visibilité, mais que lui-même, il manque de visibilité. Donc, en gros, il ne sait pas s'il faut continuer à les faire travailler ou bien être honnête avec eux et dire que lui-même, il est un peu perdu, quoi. Tu vois, donc, ouais. Ça, c'est ce que j'allais dire. Ça rejoint un peu le « je suis démotivé ». C'est quand on parle de transparence, c'est transparence sur les chiffres et transparence sur ce que vous ressentez. Je pense que ce sera plus agréable déjà pour vous. Ce sera déjà plus léger pour vous de dire moi non plus, j'ai pas la vision. Moi non plus, je suis un peu perdu. Je fais du mieux que je peux et chacun, partir du principe que dans cette situation, chacun fait du mieux qu'il peut avec les éléments qu'il a. C'est une situation, elle est dégradée. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui est dégradée, votre organisation elle est dégradée, votre prise de décision est dégradée. C'est des modes dégradés, donc c'est des modes qui sont pas parfaits et qui ne sont pas comme vous avez l'habitude d'être. Déjà, si vous le dites à votre équipe, même si vous faites une petite rétro, là en plus c'est un peu la période, ça fait 3 semaines qu'on est en confinement, vous animez une petite rétrospective aujourd'hui ou début de semaine prochaine pour dire voilà, 3 semaines, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et là vous pouvez avoir l'espace de dire moi, ce qui s'est pas très bien passé, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à vous donner de la vision. J'avais moi-même beaucoup de mal à en trouver. Aujourd'hui, c'est encore pas clair, donc il faudra m'excuser. Un peu le désolé, hein. Désolé. Enfin, moi, mon désolé, je suis désolée pour vous parce que j'essaye de faire le mieux que je peux. Je sais que c'est pas parfait, mais voilà, j'ai pas tous les éléments et moi-même, c'est pas évident pour moi. Rien que le dire, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et votre équipe, elle va comprendre aussi que vous êtes humain et vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas toutes les cartes en main et c'est humain de pas avoir les solutions. Donc vraiment, soyez encore plus transparent là-dessus. Ils vous en voudront pas, ils vont pas remettre en cause votre légitimité de manager à être humain. Parce que c'est souvent ça ce qui se cache derrière cette question-là. Hop. Et puis Bruno qui évoquait un super retour d'expérience, c'était le côté, il s'est un peu énervé contre une collaboratrice pour dire le Google Sheet il est pas rempli et en fait il s'est rendu compte que il y avait des problèmes de connexion et qu'elle avait plus de connexion 4G chez elle ou plus de connexion internet. Donc en effet, ouais Bruno, si tu veux partager? Non, je me suis retenu, je me suis pas énervé. Ah. Je me suis pas énervé. Je me suis retenu et en fait je me suis rendu compte que j'ai bien fait. Et comme quoi ça fait un apprentissage aussi et c'est là où on se rend compte que en fait vraiment ces 4 accords Toltec qui sont ultra importants. C'est parler vrai, donc parler ce que vous avez envie de dire. C'est ne pas présumer des choses. Si vous avez un doute sur ce que la personne peut ressentir ou peut faire, posez-lui la question plutôt que de dire non elle a rien envie de faire. Posez-lui la question, dites-lui ce que vous ressentez, utilisez la communication non violente, soyez clair avec lui et lui cette personne sera claire avec vous. Et enfin sur les accords Toltec, vous avez aussi le fait d'être de pas présumer et de partir du principe que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et ça c'est ultra important. Chacun fait du mieux qu'il peut. Les 100%, et ça je reprends Philippe Plantif qui avait parlé de ça au sein d'Up Together, c'est on est à 100% de ce qu'on peut donner. On n'est pas à 200%, on est aujourd'hui je peux donner ça et je vais donner 100% de tout ce que je peux donner. Mais c'est peut-être un peu moins que ce que je pouvais donner hier, c'est peut-être un peu plus que je pouvais donner la semaine dernière, mais ce 100%, il est fluctuant.
Donc nécessairement, ça c'est important à avoir en tête. Peut-être dernière toute petite piste, et là c'est plus le petit fun pour terminer cette masterclass avec le sourire et le peps, c'est comment vous agissez sur l'implication. Parce que là on a beaucoup parlé de motivation qui sont un peu vraiment ces 3 étapes-là. L'implication, c'est finalement comment vous pouvez donner le peps à vos équipes en jouant sur des leviers qui sont beaucoup plus de l'ordre de la convivialité. Toutes les idées qu'on a eues, enfin qui sont ressorties d'ateliers, c'était les gens qui font le café du matin, les apéros du soir. Le vendredi soir, ils font tous un apéro Zoom, etc. C'est pas obligatoire. Attention, parce que la convivialité obligatoire, c'est quelque chose aussi qui est très néfaste. C'est on ouvre le créneau, si vous voulez vous venez, moi je viens des fois je viens pas, ça peut être libre. Il y en a qui le font sur WhatsApp pour les boîtes qui peuvent pas avoir Zoom. Bon, ça après c'est des cultures d'entreprise, à vous de voir ce qui est possible chez vous. Inter-BU, il y avait, ce vendredi on a décidé d'organiser un apéro avec les sales et avec les devs. En fait, on boit jamais de café ensemble, mais on s'est dit ça pourrait être trop cool de le faire. Bon bonne idée, mixez vos équipes, mixez les personnes. Les challenges. Dans les challenges, on a eu Nathalie qui nous avait remonté le challenge photo, où elle s'envoyait, il me semble, c'était des photos de vacances, et du coup, on devait savoir qui était parti où, ou alors quelle destination c'était. Et ça, ils démarraient leur réunion du vendredi avec ça. Le challenge, on s'habille tous en bleu pour la visio. Il y avait aussi, je sais plus dans quel entreprise c'était, ils avaient découvert qu'ils avaient tous un animal de compagnie. Donc, en début de Zoom, ils ont présenté leur lapin, leur chat, leur chien. Donc, c'était assez rigolo. Et bien sûr, les cartes Dixit. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par le support qu'on a et on va vous les envoyer. Nos supports Dixit ou nos supports Mur des Humeurs, c'est aussi des bonnes manières de pouvoir animer ces temps-là. Et c'est important de les animer. Parce qu'en fait, dire salut et en fait, au bout de la 4e semaine, salut, on prend le café. Pensez à les animer. Et vous pouvez très bien dire, si vous savez, dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui aime bien ça, il est responsable d'animation du café de vendredi. Et c'est lui qui doit trouver le challenge. Et enfin, la com interne, pour les plus grosses boîtes, c'était leur demander de produire une petite gazette avec les infos clés, quelques conseils de bouquins, quelques conseils de vidéos. Et puis, ça permet d'avoir une homogénéisation de la communication parmi tout le monde dans la boîte. Et ça peut être fait un petit peu de manière fun. Si la com interne a un petit peu moins de boulot, ça peut être aussi une manière de les occuper. Et bien sûr, tous les jeux à distance. On a eu les triviales poursuites, les Dixit, etc. Donc, n'hésitez pas, c'est des choses qui peuvent vraiment très bien se faire. Voilà pour la partie un peu plus implication et convivialité. Top, merci beaucoup Perle. Je suis le gardien du temps pour cette masterclass. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec la communauté. On espère vraiment que ça va vous aider en cette fin de semaine et que vous allez recommencer cette 4e semaine de confinement à fond les ballons. On vous a poussé le petit sondage comme d'habitude. On va vous transmettre vous êtes plutôt partant, donc on va vous transmettre les slides de Perle. Si vous pouvez répondre à notre petit sondage, ça nous aide toujours, c'est très cool. Jeudi prochain, vous recevrez, alors il y a une autre masterclass la semaine prochaine, je vous envoie la communication jeudi. On va faire ça jusqu'à la fin du confinement, donc tenir ce rythme, si c'est pertinent, d'une masterclass par semaine en fonction des sujets. Et encore une fois, prenez le temps de venir à vos ateliers. Mobilisez-nous avec Perle si vous avez des sujets urgents avec certaines personnes de la communauté. On en a fait 3 cette semaine. C'est très riche et c'est très chouette parce qu'il y a une très belle solidarité. Et en général, ça fonctionne plutôt super bien. Donc, n'hésitez pas. Il y a plus d'une centaine de managers maintenant dans le réseau. Il y aura des gens pour vous aider qui vont comprendre vos problématiques. Et voilà, Perle, moi, ça te remercie chaudement. Je crois qu'on a un apéro ce soir, non? Au challenge de ce soir, ouais. Ok, cool. Bon, belle journée à tous, bon courage et à très vite en atelier ou en masterclass. Ciao tout le monde. Ouais, bon courage à tous, bon apéro ce soir surtout. À très bientôt. Merci Bye. beaucoup. Salut.